conférence, nous l'avons vu il y a 15 jours, où il est question d'un grand défi. D'un côté, les agglomérations urbaines grandissent sans cesse et les gens, malgré les inconvénients qui y sont liés, continuent d'affluer vers ces agglomérations parce que ça correspond à un besoin. Et puis d'un autre côté, le désir humain de la population de vivre en un milieu agréable, d'avoir de quoi se promener. Et le défi consiste précisément à essayer d'associer les avantages et à amoindrir les inconvénients. Donc, un vrai paradoxe. Notre conférencière, on a eu l'occasion de la présenter, de parler de ses activités la dernière fois, Madame Inès Lamunière. Je me contenterai de dire aujourd'hui, pour les personnes qui n'étaient pas là, que d'un côté, c'est une architecte, une professionnelle, une grande architecte. Avec Patrick de Vantéry, elle a fondé il y a déjà bien quelques années la maison d'architecture de Vantéry et Lamunière, et elle continue avec M. de Vantéry à diriger cette entreprise qui contient une trentaine de collaborateurs, collaboratrices. Ce n'est pas un petit bureau. Et puis d'autre part, Madame Lamunière est professeure. Elle a enseigné à l'école polytechnique de Zurich, puis à celle de Lausanne, où elle enseigne toujours, où elle dirige la section d'architecture, et même, pendant quelques années, elle a enseigné dans l'éminente université de Harvard, qui se trouve tout près de Boston, aux États-Unis. Parmi tous les ouvrages, articles, conférences, j'aimerais simplement citer à nouveau, voilà, les deux ouvrages de base, c'est-à-dire d'un côté le Four Cities, qui correspond absolument à ce que nous entendons lors de ces deux conférences, For, F-O-R, donc pour la ville, et puis For, 4 avec le U, 4 villes qui ont été prises comme base d'études comparatives. Et puis l'autre ouvrage, Pathfinders, c'est-à-dire pionniers, éclaireur, ouverture sur l'avenir, qui est tout à fait dans l'esprit de ce que Mme Lamunière et M. de Vantéry défendent par leurs activités quotidiennes. Voilà. Dans la première conférence, nous avons eu une vision de la surface du sol parsemée de maisons, avec entre les maisons des cheminements, des parcs. Et puis, nous sommes venus à notre époque en montant dans l'espace, et la nouvelle dimension importante a été la coupe de ces maisons, de ces blocs de maisons à l'intérieur desquels se situent de grandes, d'importantes activités. C'est du multifonctionnel, toutes sortes de personnes s'y rendent. C'est l'étude de voies de circulation à l'intérieur des immeubles, mais aussi qui se prolongent à l'extérieur, que ce soit des trottoirs, des routes ou des chemins de fer. Voilà, c'était le premier volet. Et le deuxième volet, ben là je n'en dis rien du tout parce que nous allons l'entendre et exprimer de la meilleure manière par Madame Lamunière, à qui j'ai le plaisir de donner la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est un plaisir de venir ici poursuivre la discussion que nous avons débutée il y a 2 semaines. Et c'est vrai que maintenant, on va entrer dans des considérations qui sont peut-être un petit peu des pistes pour l'avenir, à partir de peut-être quelques éléments de M. Niffler les rappelait de la dernière fois. Vous vous rappelez que je m'organise juste, voilà. Voilà, à partir de la dernière fois où nous avons constaté des mutations urbaines importantes qui questionne cette situation du début du XXIe siècle. Et aujourd'hui, il s'agit de peut-être poser quelques jalons sur ce que pourrait être un urbanisme plus durable. On a la dernière fois observé que le monde avait bien sûr changé,
et que, en fait, on était dans une situation où tout architecte, tout urbaniste, tout planificateur du territoire observe le monde comme un paysage qui est déjà construit, dans lequel il va physiquement s'insérer, un paysage physiquement construit, et les instruments, je vous le rappelais, de découverte de ce paysage, de ce qu'est notre globe aujourd'hui, sont fabuleux, puisque avec des instruments comme Google ou d'autres, ou Google Maps, etc., on peut en effet vite aborder des questions à une échelle planétaire, et donc on est dans des préoccupations qui sont globales. Nous verrons qu'il s'agit aussi de les ancrer dans des situations plus locales. Donc observer le monde comme un paysage physique construit, on voit dans cette magnifique image de notre planète où l'éclairage est représenté, disons les luxes, hein, en une nuit fictive, puisque vous savez que la planète, évidemment, ne peut pas être de nuit pendant les 24 heures, mais qui montre encore, il est vrai, un éparpillement de la construction et une intensité de celle-ci partout dans le monde, et des régions qui préalablement apparaissaient comme plus désertiques, aujourd'hui deviennent aussi des pôles de densification. C'est aussi observer le territoire comme un paysage virtuel de connexion. C'est important, il y a un petit décalage là dans cette diapositive, j'espère que... Vous voyez ici une autre de ces visions de la planète qui nous montre le nombre de connexions Internet par jour à travers la planète. Évidemment, ça révèle assez fortement les liens entre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique, mais vous voyez aussi de plus en plus les liens forts à travers le Pacifique, si on peut dire, bien que ce soit virtuel, entre États-Unis et Asie et Australie, tout comme l'Afrique commence aussi à exister, si on veut, virtuellement. Donc ces deux thèmes du physique, à la fois notre relation physique au monde construit et notre relation virtuelle, nos connexions possibles à l'ensemble de la planète, sont des réalités qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on est architecte aujourd'hui. À la fois cet ancrage qui fait que nous sommes tous presque les mêmes, avec ce que ça veut dire comme problème ou comme réalité, et en même temps nous sommes tous des cas particuliers. D'autre part, nous avions vu, M. Lüffner le rappelait, que les problématiques se situent aujourd'hui en coupe, ce qu'on appelle la section verticale en architecture, qui nous montre cette densification verticale, mais qui n'est pas seulement une densification verticale volumétrique, si on veut, mais qui est aussi un formidable laboratoire de mixité d'activités, et toutes liées à souvent des questions de densification de moyens de transport, et que sur ces moyens de transport, on va trouver des densifications évidemment importantes, puisque celles-ci font que, du coup, on n'a plus une mobilité, on a une mobilité plus respectueuse de l'environnement en utilisant des moyens de transport qui sont publics. On a vu aussi que la manière de s'inscrire comme architecte et comme urbaniste dans ce monde déjà construit, je l'ai appelé une opération pacemaker, c'est que c'est souvent intervenir avec le projet d'architecture ou le projet urbain dans quelque chose de complexe qui, comme un corps vivant, est peut-être parfois atteint certains degrés d'obsolescence, et il s'agit par un élément programmatique, un élément projectuel, un élément d'architecture comme un objet ou comme un quartier ou comme d'autres éléments, de venir revitaliser à la manière d'un pacemaker le monde urbain construit dans lequel nous vivons. Pour résumer cette situation de cet urbanisme plus durable, c'est donc bien de s'inscrire et toujours penser en termes de modification et construction dans un paysage urbain déjà construit. C'est donc de densifier, et c'est là une grande difficulté du projet, et
dans cette densité, d'intensifier les réseaux de mobilité, de mixer les activités et bien sûr de construire et de réduire, de construire une forme de réduction de la consommation d'énergie. Ce sont 4 thèmes qui, aujourd'hui, vous les retrouverez dans tous les manuels, dans toutes les émissions, dans toutes les discussions sur cet urbanisme plus durable. Ce sont un peu les 4 composantes liées à l'environnement bâti et naturel que nous considérons. Ça ne veut pas dire, évidemment, il y a encore 2 autres pôles qui sont ceux du politique et du social, et d'autre part de l'économique, qui doivent aussi évidemment s'insérer dans cette préoccupation. Nous allons voir que dans cette idée de densifier, il s'agit évidemment de créer des attracteurs pour cette densité. Il faut que cette densité soit qualitative. Il faut que cette densité soit autre chose qu'une addition de mètres carrés, mais soit bien un espèce de contrebalancement à l'étalement urbain produit par la juste envie, probablement, d'aller vivre à la campagne, ce qui est un espèce de vieux thème comme ça, humain, alors que, bien sûr, dans d'autres sphères et hémisphères qui sont du monde, il y a une forme de pauvreté rurale qui fait qu'au contraire, on s'approche des villes pour essayer de remédier à cela. Dans nos pays occidentaux, il y a eu ce mouvement de l'étalement urbain dû à la voiture, dû à une société du bien-être, dû à des théories légitimes d'être mieux dans la nature qu'en ville, de diaboliser quelque part la ville. Et donc ce sprawl, comme on l'a appelé à l'américaine, qui a créé la suburbia, les faubourgs, puis les zones résidentielles externes, ont créé d'énormes problèmes, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'engorgement des systèmes de mobilité ou la pollution implicite, disons, due à ces mouvements pendulaires entre campagne et ville, crée énormément de problèmes. Donc, une des raisons du développement durable, c'est de dire on va densifier. Et dans cette densité, il s'agit évidemment d'amener de la qualité, comme je disais. Donc, beaucoup de villes se sont posées la question de dire mais comment est-ce que je peux devenir ou est-ce qu'on peut devenir des attracteurs de cette envie d'habiter la ville. Il est intéressant, juste au niveau suisse, de savoir toutes les villes ont toujours fait un certain marketing, si vous voulez, une certaine promotion de leur identité. Et il est intéressant de voir sur cette carte que la typographie représente, la dimension typographique représente la notoriété de la ville sur le plan mondial. Et on voit que Genève, qui est beaucoup plus petite que Zurich, par exemple, est plus connue, deux fois émet des poussières, plus connue que Zurich, et que Berne reste plus connue que Lausanne, alors qu'elle est plus petite. Donc il y a des questions de qualité associée aux villes et de leur identité qui est essentielle pour devenir ces attracteurs urbains dont on a besoin. Évidemment, dans ces attracteurs urbains, vous vous rappelez tous de ce qu'on a appelé l'effet Bilbao, il y a quelques années, quand en 1998, le Guggenheim s'est ouvert dans cette ville dont personne ne connaissait le nom, excusez-moi, mais c'est à peu près vrai, je pense. Je m'excuse pour les Basques de la région basque espagnole, mais c'est vrai que c'était une ville industrielle qui avait quand même perdu beaucoup de sa richesse, qui était dans un état plutôt de friche industrielle qu'autre chose. Et cette opération de mettre un musée mondialement connu, une succursale du Guggenheim new-yorkais dans cet environnement, par un architecte extraordinaire qui s'appelle Frank Gehry, avait évidemment éveillé toutes les questions et a probablement fait plus pour cette idée d'architecture et de ville revue comme quelque chose de très positif que bien d'autres textes ou articles ou déclarations qui ont pu être faites. Cet effet Bilbao
il a eu beaucoup de petits, si on peut dire, et je donnerai juste 2-3 exemples. Récemment, même opération en France. Le centre Georges Pompidou exporte une partie de sa collection à Metz. Metz, vous savez, c'est une ville de garnison, c'est une ville industrielle qui, elle aussi, ces 30 dernières années, à cause de la situation du bassin houiller qui est évidemment abandonné par rapport à l'activité florissante qu'il y avait jusqu'à la fin des années 60, a créé des friches industrielles très importantes. Une opération qui va encore plus loin que Bilbao, disons, il y a une compréhension de Bilbao, mais avec plus, c'est que cette opération Centre Georges Pompidou à Metz, c'est quoi? C'est d'abord amener le TGV à Metz. Donc amener le TGV à Metz, c'est d'abord une opération infrastructurelle. Comment, par une nouvelle ligne de mobilité forte, amener les Messiens ou les Messois, je ne sais pas, à Paris en 2 heures. Évidemment, ça change tout, parce que vous pouvez imaginer les relations déjà de travail, les relations travail-logement, les relations entre activités et services, etc., sont complètement renouvelées. Donc, 3 opérations à Metz. Ce centre, Georges Pompidou, dont Shigeru Ban est l'architecte et qui a ce côté flamboyant d'une architecture un peu bling-bling d'aujourd'hui. Excusez-moi, j'aime bien Shigeru Ban, mais je ne pense pas que ce soit forcément son meilleur bâtiment. Et une voie de train et un quartier. Et vous voyez que le quartier de l'amphithéâtre, tel qu'il s'appelle et qu'il est en cours de construction, est un grand quartier, correspond en surface à la vieille ville de Metz. Et c'est en construction. Donc c'est une triple opération. L'opération, je ne sais pas si j'ai le pointeur, c'est égal, mais vous voyez vous-même l'opération rail sur la gauche, la gare, la nouvelle gare, au centre, en haut, cette tente du nouveau centre Pompidou, et en bas, ce grand quartier de l'amphithéâtre qui est en train de se construire, où 3 opérations, nous avons la chance de mener 3 opérations en tant que bureau. Je les donne juste comme exemple parce qu'il est difficile en ce moment d'atteindre de tels documents. Il y a bien d'autres architectes qui travaillent ici, j'aurais bien aimé montrer leur travail, mais il est difficile d'accéder aux plans et aux coupes, disons, de telle sorte à avoir une certaine précision de ce que l'on dit. Donc, vous voyez qu'il s'agit de construire des îlots, en l'occurrence, selon un plan fait par Nicolas Michelin, très intelligent, qui est une densification sur, vous voyez, à plusieurs niveaux, basée sur 2 idées de ce quartier. Un, qu'il y a une mixité complète d'activités, et c'est difficile à faire, je peux vous le dire, c'est-à-dire un niveau de rez-de-chaussée commercial, 2 niveaux à 3 niveaux de bureaux, puis ensuite 5 niveaux à 6 niveaux de logement. Ce sont des opérations de bâtiments assez grands, et entre ces niveaux, c'est-à-dire entre le niveau commercial et le niveau de bureau, une plateforme verte qui fait qu'il y a une espèce de jardin suspendu qui sera à environ 6 ou 7 mètres de haut par rapport à la rue, et qui va donc faire que bureaux et habitations se trouvent avec une certaine relation renouvelée avec la nature. Et parce que vous savez que la nature, c'est quand même, justement, c'est une des questions que je pose, comment faire cet urbanisme qui est à la fois urbain, gris, enfin, qui est une masse construite, et en même temps qui, quelque part, nous fait réfléchir à ce que peut être une nature urbaine. Et d'autre part, autour du parc, vous voyez, autour du musée Georges Pompidou, un parc entre la gare et le musée. Il s'agit donc des grands îlots que nous avons décidé de fragmenter en petits blocs. Vous voyez, il y a des parties qui existent et qui vont subsister. La rue, vous voyez à gauche la tente du centre Pompidou, et puis ces immeubles qui, comme flottent dans l'air, puisque les rez-de-chaussée sont entièrement transparents et dédiés au commerce.
ça défie un peu les lois de la gravité, mais c'est l'idée. Puis ensuite, 3 niveaux ici, vous voyez, de bureaux. Ensuite, cet étage d'aplat où se trouvent les jardins. Et ensuite, 5 niveaux de logement. Et comment faire tout cela dans des coûts raisonnables fait aussi partie d'un urbanisme durable. Vous voyez là qu'il s'agit, par exemple, de grouper une typologie qui est comme celle-ci, d'îlots pour les bureaux, puis ensuite de s'en détacher de cette typologie et de faire émerger des petits blocs qui ont une taille différente que celle des bureaux et des commerces, de telle sorte à entretenir des rapports à 4 façades pour ces logements qui, ainsi, rayonnent toujours sur des angles et ne sont pas comme une série de barres ou d'îlots fermés. Donc c'est une petite invention typologique, si vous voulez, on n'est pas les premiers à la faire, mais qui montre une espèce de prise en compte, si on veut, de l'élément naturel qu'il y aura entre ces trois petits blocs, avec ces appartements sociaux, je tiens bien à dire, qui amènent non seulement de la nature, comme on pourrait le faire de manière assez simple, de faire des terrasses engazonnées, mais aussi le soleil, l'air, à travers ces volumes, de telle sorte à ce que, disons, il y ait une qualité réelle des façades, mais aussi de la 5e façade, c'est-à-dire la surface de ces terrasses, pour amener une qualité végétale particulière entre les blocs et une espèce de fragmentation de la grande forme qui fait aussi qu'il y a une prise en compte d'une certaine échelle, si on veut, plus différente entre celle de la rue et celle de cet étage à 6-7 mètres de haut. Des éléments extrêmement simples, d'une construction simple aussi pour respecter cette politique d'immeubles HLM pour ce quartier. Ce n'est pas tous les immeubles sont HLM, mais ceux-ci. Attracteur urbain, il y a une autre manière de faire, c'est quand on ne peut pas superposer les 3 éléments dont j'ai parlé pour Metz, c'est-à-dire un élément de mobilité, une nouvelle infrastructure, un nouveau quartier et un bâtiment phare, en l'occurrence le musée. Dans des villes déjà très construites, on a pas mal parlé de New York, Manhattan, la dernière fois, il existe aussi, dans ces villes déjà construites, des espèces d'endroits plus obsolètes, moins performants, tel le quartier de Chelsea, pour ceux qui connaissent, entre la 1e, la 2e et la 3e avenue, côté Hudson de Manhattan, trouvaient, disons, essentiellement des garages, des parkings, des grands espaces de stockage, et cette ligne de chemin de fer qui traverse toute cette région et qui était complètement abandonnée pendant des années et des années. Des opérations, et là aussi il faut une opération politique, il faut une réaction de sauvegarde. Un groupe appelé le High Line, qui était cette High Line, justement cette ligne en hauteur, s'est créé pour sauver cette avenue et ce rail à hauteur d'environ 7-8 mètres aussi, afin de le revitaliser comme un parc. Faire de ce qui était des rails un parc urbain, une promenade urbaine, une promenade élevée. Et vous voyez qu'on traverse avec cette promenade, c'est la ligne verte que vous voyez sur la photo aérienne de droite, environ 3 km et plus de 20 blocs, et avec évidemment toute une stratégie de faire que cette ligne aérienne devienne ce lieu de mobilité douce qui, paradoxalement, va revitaliser tout le quartier avec ce qui était une friche ferroviaire. Ce sont les architectes Diller et Scofidio qui ont fait ce projet, mais aussi en temps presque de militantisme de quartier, avec cette image qui en 2001
non même 1999 a commencé ce projet, était un peu comme ça manifeste de dire, eh bien, de cet endroit du rail, faisons un parc, et c'est ce parc surélevé qui va revitaliser le sol, et pas l'inverse. Depuis, cette promenade s'est construite, vous la voyez ici, elle méandre à travers les blocs, et elle méandre si bien, et elle a un tel succès, qu'il y a une revitalisation générale de tous ces quartiers. Et vous voyez sur la gauche le même architecte Frank Gehry qui a fini un bâtiment de bureau, ou la tour en profil, qui est celle réalisée par l'architecte Jean Nouvel, qui commence à émerger autour de ce qui était, il faut le dire, un désert urbain il y a encore une dizaine d'années. La fascination qu'on peut avoir de cette entrée de nature dans la ville la plus minérale qui soit, est assez étonnante, et pour tous ceux qui peuvent faire le voyage à Manhattan, il faut absolument vivre cet espace. C'est une espèce de... Autant Central Park est une décision, je bloque une surface pour l'éternité et j'en fais un parc, autant ici, je réutilise, c'est l'effet pacemaker de nouveau, une infrastructure en la transformant non pas dans sa substance, toutes les parties métalliques sont toujours là, tous les ponts sont toujours là, mais dans sa symbolique et dans la relation physique qu'on a avec elle, puisqu'on s'y promène et on est environné de nature. On est aussi environné d'une architecture extrêmement belle et subtile entre un parc de plantes pionnières, on les appelle les plantes pionnières, puisque vous savez que les aires ferroviaires, en fait c'est une petite anecdote, mais je trouve elle est tellement adorable, c'est que les trains, évidemment, promènent avec eux beaucoup de pollen, qui ramassent, si vous avez un train qui vient de Sicile, vous aurez du pollen sur les roues et les essieux, du pollen de plantes siciliennes qui arriveront jusqu'à Genève. Donc en fait, il y a une espèce de migration dans toutes les aires ferroviaires botaniques qui sont très intéressantes, et là les architectes ont vraiment joué de cela en prélevant sur cette High Line les éléments qui étaient venus de bien des pays, puisque cette ligne était utilisée par les trains qui transbordaient les paquebots pour ensuite amener les choses jusqu'au cœur des États-Unis, jusqu'à Chicago, à Los Angeles, etc. Donc il y a en plus une espèce de jardin botanique assez intéressant. Puis d'autre part, comme je dis, en même temps, une urbanisation, ça crée de l'urbanisation. Ici, une autre pièce architecturale qui est un hôtel, ou bien, et qui entre en dialogue avec les bâtiments existants qu'il y avait sur le site, donc une espèce de densité environne maintenant cette High Line, à la fois une densité contemporaine et une densité du début du XXe siècle. Cet exemple est vraiment remarquable parce qu'il implique un quartier, la notion de neighborhood, la notion du social aussi dans ce que peut faire un architecte et un urbaniste aujourd'hui. Évidemment, parce que cette question, il ne faut pas qu'on oublie que cette question de l'urbain et de la densification de l'urbain, elle est un problème qui n'est pas tout à fait le même chez nous qu'ailleurs, et ces mêmes architectes travaillent sur la planète, et la même intelligence de pensée se fait sur différents types de projets. Je rappelle juste que la population urbaine en 2030, ce sera 53% seront dans ce qu'on peut considérer de la ville, c'est-à-dire plus ou moins construite, et puis 47% de la population dans ces mêmes agglomérations urbaines seront dans les bidonvilles. Donc moitié-moitié, c'est absolument énorme. Donc chaque ville sera composée un peu comme la Lune, d'une partie claire et d'une partie sombre. Et que, bon, pour ceux qui ont des doutes sur l'industrie de la construction, il y a quand même, si on veut remédier à tout cela, il y aurait 35 millions de logements à construire
en maintenant 20 ans. Il y a des groupes, par exemple Small Scale Big Change a eu une grande exposition au Musée d'Art moderne récemment, qui travaillent sur ces questions et qui s'investissent socialement en tant qu'architectes dans un panel, une collectivité décisionnelle qui évidemment font qu'on est aussi important comme urban designer que comme ingénieur de l'environnement, comme assistant ou assistante sociale, que comme monde des constructeurs, de la finance, etc., qu'on fait partie d'un tout. Et je crois que ça, c'est aussi, ça a toujours été vrai de l'architecte, bien sûr. Il est commanditaire, il est dans un réseau important, mais il est d'autant plus aujourd'hui dans un système complexe, si on veut trouver la bonne solution pour le bon lieu et non pas appliquer des solutions uniformément à travers la planète. On doit se référer à cette interdisciplinarité. Je donne cet exemple de Metro Cable parce que c'est étrangement proche de la High Line ou de situations comme Metz ou comme Bilbao. C'est Urban Think Tank, c'est justement un groupe de ces architectes qui travaillaient sur des villes d'Amérique du Sud, notamment Caracas, et qui observaient évidemment ces slums, c'est-à-dire ces bidonvilles, côtoyer la ville la plus contemporaine qui soit et la plus riche qui soit, en tout cas, et sans aucune connexion. Et qu'une partie du problème de ces bidonvilles, c'était justement qu'ils n'étaient plus connectés à la ville par une mobilité défaillante. Ces zones devenaient de plus en plus bidonvilles, et les zones, évidemment, de forte densité et plus riches devenaient de plus en plus riches et de plus en plus fortes. Ils ont inventé cette idée, enfin, ils ont développé avec des industries, avec des industriels, une nouvelle gondola, c'est-à-dire un nouveau téléphérique, qui s'appelle Metro Cable d'ailleurs, et qu'ils ont implanté dans différentes régions de la ville. Et vous voyez ici, ils ont implanté des gares. Et de ces gares de télécabines, pour nous les Suisses, ça fait assez amusant, mais enfin, c'est utilisé vraiment pour autre chose que du tourisme, ils ont décloisonné, du coup, les régions les plus pauvres, puisque Caracas était construit sur une série de collines, le problème était encore plus aggravé, et maintenant, ces gondoles, ces télécabines parcourent ces quartiers, avec une infrastructure de gare assez simple, on les connaît pas dans nos stations de sport d'hiver, ont réussi à connecter des lieux qui ne l'étaient pas auparavant et créent des nouvelles richesses ou des nouvelles, en tout cas, relations pour les quartiers les plus défavorisés d'accessibilité rapide à des équipements publics tels les écoles, les universités, les musées, etc., de façon, et ainsi espère, si on veut, améliorer les situations urbaines et les cloisonnements urbains qui existent. Vous voyez ici ces gondoles, donc à gauche, survoler les quartiers résidentiels plus pauvres et ces gares qui se placent sur les cimes afin de permettre aux gens de remonter les collines plus facilement et ne pas se trouver toujours dans les fonds de vallée, dans des situations moins desservies. Vous voyez ici le plan de la ville de Caracas avec ces nouvelles gares en rouge qui donc desservent ces flancs entiers de slums, de bidonvilles qui auparavant n'étaient pas connectés à la ville du centre et de la ville des échanges autant éducatifs que commerciaux. Alors, vous avez tous lu Le Temps, j'imagine, de dimanche passé. Quelque part, évidemment, ces questions nous intéressent, nous font réfléchir, parce que la Suisse a 10 millions d'habitants, c'est demain. Et donc, que signifie cette Suisse à 10 millions d'habitants? Comment est-ce qu'elle est en train de se mettre en place? Je vais
pas trop en parler aujourd'hui, mais je pense que c'est important que l'on ait, à travers les exemples que je viens de montrer et d'autres que je vais montrer, toujours ce questionnement, mais ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ici, cette Suisse a 10 millions d'habitants, ce sera une Suisse urbaine, et comme l'excellent dessinateur du temps nous le montre, c'est aussi ce paradoxe de cette ville qui est en train de se faire et en même temps que dans chacun d'entre nous, il y a un maso quelque part ou une retraite, en tout cas rêvée et parfois réelle, qui fait qu'on vit de manière extrêmement, évidemment, luxurieuse entre un ailleurs qui nous est proche et quelque chose de la ville qu'on doit repenser. L'idée là n'est pas de favoriser l'un par rapport à l'autre, mais de se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire l'un et l'autre. C'est probablement définir une nouvelle idée de confort. C'est difficile parce que ça va nous questionner sur nos fameux mètres carrés, notre relation à l'espace et notre relation au confort environnemental aussi, qui fait que vous savez qu'en 2011, il y a à peu près 50 mètres carrés par habitant en Suisse, c'est quand même grand. Hein. Et puis qu'en 1980, c'était 35 mètres carrés. Et puis en 1930, c'était 16 mètres carrés. Donc on a plus de triplé notre surface d'habitation par personne en Suisse. Est-ce que ça va continuer comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, en sachant aussi qu'aujourd'hui, 75% de la population suisse vit dans une agglomération urbaine. C'était 62% en 80 et c'était 18% en 1930. Donc notre rapport à la campagne est totalement différent, évidemment, que celui de nos parents et de nos grands-parents. Et la question se posera probablement aussi de densifier. Alors on a deux théories. Soit on utilise le réticulaire complet en Suisse, soit on densifie, il y a plusieurs hypothèses, hein, par métropole, et on parle des 5 métropoles, c'est-à-dire Bâle, Zurich et la région jusqu'à Saint-Gall, le Tessin, Berne et Fribourg, et puis l'arc lémanique. Ce n'est pas sûr que ça soit comme ça. Personnellement, dans les recherches qu'on fait, on voit plus une espèce de ville très réticulée, moins centripète ou centrifuge, et plus, on verrait peut-être probablement aujourd'hui une quinzaine de pôles de petites centralités à partir desquelles on peut circuler et densifier. Pour nous, pour notre région, aujourd'hui, c'est quand même 1,8 million d'habitants. Ça n'a pas l'air, mais ce sont des chiffres importants. Donc entre ce fameux arc lémanique, entre la région française, Annecy, jusqu'à Chamonix, et puis jusqu'à Lausanne, Yverdon, jusqu'à Bellegarde, une espèce de bassin presque géographique, dont le lac constitue le grand Central Park, très grand Central Park, un bassin naturel incroyable, un vide formidable, autour de laquelle probablement se développe, est encore en train de se développer et se développera l'agglomération franco-valdo-genevoise, comme on dit. Et peut-être juste pour rappeler que tout cela est possible, cette ville réticulaire est possible parce que nous avons une infrastructure de mobilité extrêmement grande et qu'elle sera encore plus grande puisque les villes investissent elles-mêmes dans des mobilités. Lausanne, je rappelle, a réalisé 2 métros en 20 ans, ce qui est quand même pas rien. Genève va réaliser le CEVA.
j'espère quand même. Et puis, donc, ça donne évidemment de nouvelles possibilités de réorganiser le territoire et de densifier. Et juste pour vous rappeler que vous allez entendre pendant longtemps encore ces 4 acronymes ou termes qui sont sur toutes les lèvres et qui sont les 4 grands chantiers de l'arc lémanique, qui sont pour Lausanne ce qu'on appelle le chantier de morphogenèse, c'est-à-dire vraiment changer la ville, puisque vous savez que toutes les régions nord, qui étaient très sportives, vont plutôt se déplacer au sud et que tout le plateau nord de la Blécherette est en train et va commencer à s'urbaniser. C'est le chantier du Sdol. Alors, je ne sais plus comment même ce que c'est je ne sais pas quoi, ouest lausannois. C'est tout le chantier qui est le long du Zoll, en fait, qui réunit une quinzaine de communes, qui part du centre-ville et qui a dans son centre toute une série d'équipements très importants que sont les PFL, l'Université de Lausanne, les quartiers industriels, qui vraiment va, en ces 30 prochaines années, accueillir un grand nombre d'habitants. Sur la région genevoise, c'est le PACA qui vient d'obtenir un grand prix européen d'ailleurs. C'est un processus de consultation entre justement les Français, que ce soit le département de l'Ain ou de la Haute-Savoie, Genève, le canton de Vaud et une partie de la région, de la côte jusqu'à Thonon, dans une idée d'agglomération pour répartir les richesses en logements et en services pour cette région, parce que vous savez qu'en ce moment, il y a une discrépance complète, c'est-à-dire qu'on construit du logement sur France, on construit des équipements sur Suisse, et évidemment, ça ne marche pas. Il faut qu'on fasse l'un et l'autre dans chacun des 2 pays, et c'est ça que réorganise le PACA, ce qu'on appelle le PACA, et le PAV, qui vient d'être voté lundi matin, ou je ne sais pas, ce matin, par le Conseil d'État, c'est le plan Praille-Acacia-Vernet qui devrait, normalement, cette région industrieuse, devenir le quartier à intensifier et à densifier ces prochaines années à Genève. La question, c'est comment ? Comment faire que, après le grand étalement urbain, le rêve de la villa, et la ville se concilie? Moi, j'adore ce dessin de 1909 qui montre une série de villas posées les unes sur les autres dans un gratte-ciel merveilleux. Mais c'est bien ça un peu la question. C'est la question qu'avait posée Le Corbusier autour de 1923, l'immeuble villa. Il avait appelé ça lui-même comme ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire une série de villas qui se superposent pour devenir immeubles. Et puis ensuite, dans ces projets après-guerre, les unités d'habitation comme une petite ville dans la vie, une petite ville, disons, dans un immeuble, puisqu'il y avait à la fois des activités sociales, crèches, etc., sur les toitures, habitation et commerce au 9e étage. Mais la question de Le Corbusier aujourd'hui est moins pertinente parce qu'il ne s'agit pas de construire, de raser pour construire des parcs et en hauteur, je ne pense pas. Je pense qu'il s'agit de construire dans une ville plus dense que celle imaginée par Le Corbusier. Donc il s'agit d'imaginer une architecture qui est celle qui va mettre des tas d'unités d'habitation, en gros, les unes à côté des autres. Et comment est-ce qu'on peut faire ça et faire ça bien ? C'est ce rêve-là, quoi. Comment arriver à, aujourd'hui, avec nos technologies, faire que chaque étage est un village et que chaque village devient une petite ville. Mais c'est ça, non pas seul dans la nature, mais où cet autre, pour ceux qui avaient été à l'exposition universelle de Hanovre, c'était vraiment l'exemple type. Vous savez que les gens qui ont posé le mieux cette question, ce sont les Hollandais, parce qu'ils sont intelligents de toute façon.
Et puis, ils ont une grande tradition de l'architecture moderne. Et ils se sont toujours posé des questions de rareté du sol. Donc, ils avaient proposé cet empilement de types d'espaces complètement différents qui faisaient en couronnement un espace énergétique, au milieu un espace de réunion, et ceci sur des superpositions de types de paysages différents, comme si on avait pu, à chaque étage, avoir un jardin différent. Une fois quelque chose qui évoque le ski, une fois quelque chose qui évoque l'agriculture, une fois quelque chose qui fait de la biomasse, une fois quelque chose qui fait de la forêt, une fois etc. Et retranscrire ces différents climats à différents étages afin d'y mettre les activités de telle sorte que ces activités soient chaque fois adéquates au climat qui est produit par l'atmosphère qui est mise en route. C'était un projet assez utopique, mais qui a eu le mérite de faire, disons, une verticalité, proposer vraiment une verticalité de ces idées qui d'habitude sont réparties en plans dans la ville. Ce thème est récurrent et nous questionne. Et il y a beaucoup de projets en ce moment qui reprennent ce thème. Mais on voit bien dans ces exemples, ici c'est un exemple de SOA à Paris, que c'est dans cette idée de superposition entre volumes, parties, disons, construites pour les activités, tel bureau, tel logement, etc. Si on veut créer des poches de nature dans cette structure, il s'agit de ne pas penser la nature comme elle est réellement, enfin, pour autant que la nature réelle existe. Mais il s'agit bien de réinterpréter le naturel. Et c'est ça qui est la chose la plus fascinante du XXIe siècle. C'est qu'on ne pourra jamais amener la vache et le pré au milieu de la ville entre deux étages. Par contre, on peut imaginer des ambiances naturelles. Et ces ambiances naturelles, elles seront peut-être même faites d'une nature en plastique, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'idée de qu'est-ce que pourrait être cette nature. Et là, dans le projet de SOA, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez dans cette image que se côtoient à la fois des espaces de bureaux sur la droite et sur la gauche, ces jardins producteurs tels des serres de toute une qualité d'air qui est réutilisée dans le bâtiment. Donc, parce que vous savez qu'un des grands principes de Minergie, par exemple, comme principe d'isolation thermique, c'est que les bâtiments doivent être relativement fermés comme des thermos. Donc au bout d'un moment, l'air a de la peine à avoir une bonne qualité. Donc une partie de ce projet, c'est aussi de dire il faut une synergie entre ces jardins qu'ils ont appelés comment est-ce qu'ils ont appelé ça déjà ? Portez un nom, ces jardins de production d'atmosphère naturelle, si on veut, et le cycle du mouvement d'air dans le bâtiment. Tout ça lié évidemment avec des cycles d'eau, la récupération au maximum en toiture, c'est un peu utopique, mais d'éoliennes pour faire tourner les citernes, etc., etc. Mais ce qui est important dans ces schémas, c'est que je crois que la quête, elle est bien d'imaginer une nature qui est encore autre chose. À un moment donné, avec des étudiants, on leur avait dit, vous placez des aquariums. Non pas des fenêtres, mais des aquariums. Testez avec autre chose que ce dont on a l'habitude de la nature. Prenez le naturel en soi et pas forcément la nature telle qu'on la vit, disons, à la campagne. Et parce que c'est évident que si on teste, on veut de la nature telle qu'il est à la campagne,
on n'arrivera pas à résoudre cette question de la densification. Cette question de la densification fait qu'en ville, de toute façon, l'air est différent, l'ensoleillement est différent, les proximités sont différentes. Donc on est plus dans le rêve, l'image de Rem Koolhaas sur la droite, d'une ville complexe, comme une espèce de grande masse, qu'on va creuser, que l'on va ouvrir au phénomène naturel, que, comme Le Corbusier, d'un bâtiment dans le naturel. Et c'est ça le paradigme qui a changé dans notre réflexion. Voilà, je finis sur cette image. J'ai d'autres images s'il y a des questions encore peut-être sur des exemples qu'on peut donner, plus ponctuels. Je ne sais pas comment vous m'aviez dit 3/4 d'heure. Voilà, c'est ça. Hein. Et si jamais, mais je finis avec cette image dans cette idée qu'il y a une possible superposition de choses, il y a la possible évocation de phénomènes naturels, mais il y a peut-être la transformation de ces phénomènes naturels en des choses qui énergétiquement deviennent aussi importantes pour le confort que l'on va mettre dans ces bâtiments. Donc c'est sur la notion de confort, c'est non seulement des mètres carrés, hein, il faudra peut-être réduire un peu nos mètres carrés, peut-être. Hein, on devra peut-être redescendre, non pas garder nos 50 mètres carrés, mais peut-être redescendre à 35, je ne sais pas, c'est possible. Mais c'est aussi la qualité de ces 35 mètres carrés par personne, ou de ces 20 mètres carrés par personne. Comment est-ce que, disons, on va modifier notre climat intérieur, non pas par de la climatisation, mais par une autre vision de la nature, une espèce de construction de celle-ci, de telle sorte à faire que ce confort intérieur soit un petit peu renouvelé. Je vous remercie infiniment, Madame, de cette passionnante présentation. Vous voyez que l'architecture maintenant est au cœur de nombreuses réflexions concernant notre vie et la vie de ceux qui nous suivront. Le propre d'un architecte, c'est qu'il ne peut pas se contenter de rêver, d'avoir des idées. Il est obligé de veiller à ce qu'elles soient toujours réalisables et que la réalité créée soit vivable. Et je vous assure que ça n'est pas une sinécure. Ce qui m'a frappé aussi, qui me rappelle un peu un professeur de géographie de cette université qui s'appelait le professeur Burki, il avait mis au point un type de géographie qui s'appelle la géo-humaine, où on rassemblait tous les facteurs qui se concentraient sur l'étude d'un point donné. Et j'ai l'impression que l'architecte qui, il y a 3 ou 4 siècles, bâtissait des palais ou des petites maisons, ou même, on l'a dit, Le Corbusier, mais Le Corbusier, c'est tout neuf, c'est 1950, hein, c'est tout près de nous. Eh bien, j'ai le sentiment que maintenant, tout d'un coup, on s'ouvre à toute autre chose, et ce que j'aimerais dire comme mot ultime, c'est que c'est un espoir, c'est une voie qui s'ouvre, et j'arrive tout naturellement à évoquer le livre qui a été écrit par nos architectes, Pathfinders, l'ouverture de nouvelles voies. Je vous remercie de votre attention et ceci dit, comme à l'accoutumée, il se passe 5-6 minutes pendant lesquelles des personnes peuvent se retirer, d'autres peuvent s'apprêter à rester encore un moment pour approfondir certains points et vous pourrez poser des questions par écrit sur les papiers qui seront distribués par les hôtesses. Encore merci, Madame. Voilà, on m'a posé une question difficile. Comment pourra-t-on concilier à l'avenir nos besoins alimentaires, agriculture et la densification des agglomérations? C'est une question évidemment qui dépasse la petite architecte que je suis. Mais c'est une question qui évidemment va prendre toute son importance. Récemment, le Fonds national d'ailleurs a décidé de financer
une recherche qui s'appelle Food Urbanism, c'est-à-dire l'urbanisme alimentaire, justement. L'urbanisme, comment concilier un urbanisme, justement une densification des villes, avec des questions de production agricole. Puisqu'on sait que, on souhaiterait du moins que les choses étrangement soient moins mobiles sur ce plan-là, parce que si on accepte un peu de mobilité humaine, évidemment, il est difficile de continuer à dire qu'une bouteille de viande est si pure et si belle, et en même temps de l'envoyer aux quatre coins du monde avec tout ce que ça comporte comme frais, comme dégâts énergétiques, puisqu'une bouteille de viande, je crois, a une empreinte énergétique 5 fois sa taille. Donc c'est un petit peu un problème, évidemment. Mais même Evian, je sais que la Société des eaux d'Evian réfléchit à ces questions. Hein. C'est pas, je crois qu'aujourd'hui, on ne produit plus rien dans l'alimentaire, et a fortiori dans toutes les questions d'eau, sans penser aux ressources naturelles. Alors, de densifier les villes, c'est aussi quelque part ceinturer le vide, qu'il soit paysage, disons, non agricole ou agricole. Et ça, c'est évidemment la contrepartie nécessaire de l'idée de densification. Parce que si on continue à densifier sans avoir l'idée, au contraire, de ceinturer de certaines zones pour avoir à la fois des parcs naturels, mais aussi donc, des zones agricoles et des zones de pure nature, des zones biologiquement, environnementalement nécessaires, eh ben, on ne pourra pas évidemment continuer comme ça. C'est bien le principe de la ville plus compacte, c'est que quelque part on laisse de la place encore à ce qui ne l'est pas. Donc tout ça doit s'organiser, parce qu'une fois, ce n'est pas si simple à dire, on ne va pas laisser la zone verte et puis dire, ben là c'est l'agriculture. Il s'agit maintenant de faire les interfaces entre cette agriculture et la ville. Toutes les questions de transport, toutes les questions de transformation de l'agriculture sont importantes. C'était assez étonnant d'ailleurs que, vous savez, que ces 15 dernières années, notre relation évidemment à l'alimentaire a complètement changé. Et les marchés urbains n'ont jamais été aussi sollicités, enfin, que depuis ces dernières années. Disons, l'idée de, par exemple, de nos agriculteurs, de nos maraîchers genevois n'ont jamais été aussi présents dans la ville tous les jours de la semaine, pratiquement, que depuis ces 10 dernières années, on peut dire. Donc c'est quelque chose qu'il faut réinventer, la distribution, le transport et les zones de production. Et il ne faut pas trop confondre, et ça c'est très intéressant dans le PACA. Richard Quincereau va venir vous parler de ce PACA et de ce PAV, je crois, dans 2 semaines. Vous verrez que dans ce cadre-là, donc, on a étudié, par exemple, j'étais moi dans le secteur Carouge et Étrembières, il y a beaucoup de zones agricoles, comme vous savez, dans cette bande jusqu'au pied du Salève, et il s'agit de maintenir une agriculture, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de transformer en parc. Alors, parce que les agriculteurs ont un peu de peine à penser que leurs terrains agricoles deviennent des parcs. Ce que je peux comprendre, parce que quand même c'est une industrie, l'agriculture, c'est pas simplement du paysage, quoi. Et donc ces questions sont très importantes. Et là aussi, si vous avez le temps, renseignez-vous un petit peu sur ce que font les Hollandais, parce que là aussi, ils ont parfois intensifié à tel point leur agriculture que leurs tomates étaient un peu insipides, mais ils se sont énormément renouvelés et ils ont densifié leur agriculture de la même manière, presque on peut dire qu'ils ont densifié leur ville, avec quand même de grande qualité à tout cela. Donc ça, ce serait peut-être un début de réponse, mais on verra ce que le Fonds national suisse va produire sous ce titre Food Urbanism. C'est une recherche sur 5 ans. Autrement, il y avait une question, qu'en sera-t-il de la durabilité de toutes les infrastructures nécessaires pour la construction de ces bâtiments et jardins?
je pense que la durabilité des infrastructures, elle est essentielle. On ne va pas faire cet urbanisme sans l'imaginer en termes d'équipement et d'infrastructures. Et ça, c'est quelque chose que je poursuis alors dans mon laboratoire à Lausanne comme recherche, c'est comment superposer ou comment intégrer ces trois éléments ensemble. L'urbanisme s'est fait pendant le XXe siècle, mais avant, pas toujours, mais disons un peu schématiquement, avec d'abord on produit la voirie, ensuite on produit le bâtiment, et ensuite on voit ce qui reste pour les jardins. Hein, très simple, un peu simplement ce que je dis. Aujourd'hui, il s'agit de savoir si une route n'est pas déjà une infrastructure, si une route n'est pas déjà un parking, par exemple, ou si une route ou un pont n'est déjà pas un immeuble, ou en fait de faire se superposer, si vous voulez, des infrastructures avec plus que l'infrastructure elle-même. Moi, je pense qu'il y aura énormément d'avenir dans des constructions qui feront 2 à 3 choses à la fois et qui ne seront plus aussi additives, des processus plus aussi additifs qu'aujourd'hui, mais plutôt des processus intégratifs. J'ai un exemple que j'aime bien donner de mon laboratoire, c'est qu'à un moment donné, on s'est posé des questions sur la région du Val d'Entremont et du Saint-Bernard, du tunnel du Saint-Bernard. Vous savez qu'il y a des installations téléphériques qui d'ailleurs ont fermé cette année, mais qui sont en zone avalanche assez importante. Et il y avait un grand programme national de dépenser des millions pour créer des digues dans ce terrain pour empêcher évidemment ces avalanches de venir buter, si elles étaient déclenchées, sur l'entrée du tunnel, qui évidemment était un point très faible du système. Et dans mon laboratoire, on a essayé de concilier tous ces éléments, c'est-à-dire de faire, finalement, on a produit un prototype d'hôtel qui est un paravalanche en lui-même. Et c'est dans ce genre, et qui est en même temps le portail d'entrée du tunnel. C'est dans ce genre, c'est un peu schématique, un peu utopique peut-être, mais c'est dans ce genre de superposition qu'il faut travailler. C'est-à-dire que je pense que non, on ne laissera pas, les infrastructures vont faire partie du projet. Donc il n'y aura normalement pas d'obsolescence de ces infrastructures. Je ne sais pas si la personne qui a posé cette question, j'ai répondu complètement à sa question. Merci infiniment, madame. Je vous signale simplement que la prochaine conférence sur l'architecture, préparée par la section art, aura lieu le mardi 1er mars. Ce sera un troisième et dernier complément à ce vaste sujet, et ce sera une illustration régionale. Monsieur Richard Quincereau, urbaniste, viendra présenter cette vaste zone qui est autour de Genève et qu'on appelle la région franco-valdo-genevoise, avec les problèmes de relations, de collaboration, d'harmonisation qui étaient en discussion au Grand Conseil encore récemment, mais vous en verrez des images et du détail. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, une bonne fin de journée.
1.